La seconde intervention avec Monsieur François Bousquet. Monsieur Bousquet est journaliste, déjà pour commencer. Il a écrit dans d'assez nombreux magazines, Valeurs Actuelles, Le Figaro Magazine, et maintenant c'est le rédacteur en chef de la revue Éléments. Donc il est effectivement bien établi sur la place à ce niveau-là. Il a participé aussi à Radio Courtoisie et à TV Liberté. Donc effectivement, c'est quelqu'un d'engagé et j'ai pu voir qu'effectivement, il avait déjà été l'auteur aussi d'une dizaine d'ouvrages. Donc mes félicitations et je pense qu'effectivement, on aura une intervention très intéressante puisque l'intervention va porter sur son dernier ouvrage, à savoir Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite. Et je pense qu'effectivement, nous sommes tous conscients des enjeux nouveaux de la question. Et donc je vais le laisser maintenant intervenir. Merci à vous. Oui, il y aura des exemplaires à... Bien sûr, à la sortie. Merci Alain. Merci Alain. Bonjour, ravi d'être des vôtres. Vous m'entendez si le micro est un peu éloigné de ma bouche, au fond? Oui. Alors, j'interviens sur un sujet qui est un peu interdit, le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, c'est des remémorations scolaires. Vous vous rappelez la lettre volée de Edgar Poe, de Edgar Allan Poe, avec son détective. Edgar Allan Poe invente le roman policier. Et l'épisode de la lettre volée est un épisode assez fascinant parce que on sait que la lettre a été volée, une lettre a été volée qui met en péril l'État, la famille royale. Le préfet de police ne retrouve pas. Il sait qu'il y a un voleur, il sait où a été cachée la lettre, mais il ne la retrouve pas. Il fouille dans tous les coins, les recoins, et il fait appel au détective inventé par Edgar Poe, Dupin, qui la retrouve. Pourquoi? Elle était où la lettre volée? Elle était sous les yeux du préfet de police, et il ne l'a pas vue. Le racisme anti-blanc, c'est ça. En réalité, ce n'est pas un phénomène récent. Moi, dans mon enquête, dans le tome 1, et je prépare un tome 2, je remonte aux années 1975. Donc vous voyez, c'est très ancien, c'est même antérieur au regroupement familial, en réalité, avec les Algériens. Donc c'est un phénomène qui est très vieux, qui est là depuis 50 ans, et qui, depuis 50 ans, passe sous les écrans radars. Et c'est un phénomène lourd, massif, légèrement documenté. Je vais vous montrer en quoi il est légèrement documenté, mais en quoi cette enquête est une première. Alors pour moi, le racisme anti-blanc, c'est vraiment le bruit de fond de notre société. Vraiment, quand je dis le bruit de fond, nous adultes, on ne s'en rend pas compte. Mais les jeunes, en tout cas les jeunes, on s'en rend moins compte que les jeunes, pardon. Ça touche tout le monde, j'en dis ce qu'on ne vient pas, ça touche toutes les classes sociales, mais en priorité, ça touche quand même néanmoins les adolescents, les collégiens et les lycéens, et plutôt les catégories populaires que les CSP+. Même si ça touche tout le monde, on a vu le meurtre d'Elias cette année à Paris, dans le 14e arrondissement, c'est un arrondissement central, enfin central, c'est en bordure du périphérique, une partie du 14e. Enfin, néanmoins, Elias, fils de la bourgeoisie, s'est fait tuer à la machette. S'est fait tuer à la machette dans Paris. Donc toutes les classes sociales sont concernées. Néanmoins, ça touche surtout l'adolescence. Surtout les cours d'école, les cours de récréation, la sortie du lycée, les terrains de foot. Moi, je n'ai pas attendu Pierre Ménez pour savoir qu'il ne faut pas mettre nos enfants sur un terrain de football. Il y a plein de documentaires qui nous expliquent que les cris de singe descendent des tribunes. Oui, ils descendent des tribunes un peu en Italie, en Espagne, mais pas en France. En France, le racisme anti-blanc, c'est des émanations toxiques qui sortent des stades municipaux, dans la France périphérique, dans la France des quartiers. Le phénomène existe. Donc c'est un phénomène qui concerne surtout la jeunesse. Et en réalité, là encore, c'est comme la lettre volée de Poe, il suffit de se baisser pour le ramasser. Si vous allez sur les forums de discussion qui sont très prisés par les jeunes, qui sont des forums de gaming, de jeux, parce qu'ils jouent beaucoup, surtout les petits blancs, c'est principalement eux les joueurs. Donc si vous allez sur des sites comme Reddit, que vous ne connaissez peut-être pas, ou jeuxvideo.com, qui sont très visités, si vous faites la question « Elle est blanc, qui a été victime de racisme anti-blanc ?», vous avez des centaines de témoignages qui défilent, des centaines. Or, personne ne s'y intéresse, personne. Pourtant, c'est une chambre d'écho qui est sidérante. Vous avez des centaines de témoignages sur Internet. Moi, je poste une vidéo sur le racisme anti-blanc. Dans la foulée, dans les commentaires, il y a toujours au moins un témoignage de racisme anti-blanc. Donc, c'est quelque chose de massif, de tangible et d'occulté. Et donc, il faut se plonger un peu dans ces arrière-mondes numériques. Alors, c'est très difficile de recueillir des témoignages, ça étant dit. Moi, j'en ai eu 40 dans mon tome 1. Je pense que j'en aurai une cinquantaine, beaucoup plus lourds, beaucoup plus terribles dans le tome 2.
Il est très dur de confesser des adolescents. Vous, parents, vous le savez. Comment ça s'est passé ton examen? Ouais, bien. Ça ne va pas au-delà. C'est très dur de confesser un adolescent. Donc moi, je confesse des ex-adolescents, des ex-lycéens, des ex-collégiens, 5 ans, 10 ans, 20 ans, des fois 50 ans plus tard. En tout cas, pour les cas qui remontent à 1975. Donc c'est difficile de trouver des témoins. Les garçons ont parfois des réserves, parce que ça touche à leur honneur. Leur honneur a été bafoué quand ils étaient jeunes. Par exemple, moi, dans le tome 2, j'ai quelqu'un qui mesure 1,90 m, qui a des paluches comme des parpaings, qui fait la sécurité dans beaucoup d'événements. Et ben, il a mis 1 an à se décider à témoigner. Lui, c'est en 1976-77 à Saint-Étienne. Il est en primaire. Il est en primaire. Dans l'école primaire, il y a plein d'Algériens qui ont 13-14 ans. Des viols. Eux se font massacrer, les filles se font violer. Pour un garçon, il est très difficile d'avoir des témoignages féminins, parce que nous, c'est des logiques de l'honneur qui nous font sursauter la nuit, quoi. Pour les filles, c'est des logiques de souillure, donc c'est vraiment difficile. Donc non seulement ce phénomène est massif, mais on ne voit que la partie émergée du phénomène, parce que dans toutes les enquêtes sur les agressions, il y a une sous-déclaration, mais ici, il y a une non-déclaration. Les gens ne disent pas telle ou telle fille ne dit pas qu'elle a été violée dans la France périphérique. Or, c'est un phénomène récurrent, malheureusement. Tel garçon de 40 à 50 ans ne dit pas qu'il s'est fait massacrer à l'école. Il ne le dit pas à ses parents, déjà, parce qu'il a honte. Et puis, il met beaucoup d'années à l'avouer. Souvent, il attend la mort de son père. Par exemple, la personne dont je vous parlais, qui pourtant est un type de 1,90 m, droit, magnifique, enfin, un type qui transpire la noblesse. Il a attendu que son père soit mort il y a 15 jours pour venir à moi, alors qu'on se connaît. Et il ne m'a jamais fait état du fait qu'il avait été victime de racisme anti-blanc à Saint-Étienne il y a de cela presque 50 ans. Ensuite, les témoins ont peur. On a peur de parler de la race. Voilà. On est tétanisé par la race. Moi, je rencontre des gens, garçons et filles, qui ont été traités de sale français. C'est l'insulte la plus fréquente, sale français. Elle tombe sous le coup de la loi, cette insulte. Il n'y a eu, à ce jour, aucune condamnation judiciaire par des magistrats pour racisme anti-français. Parfois de racisme anti-blanc, mais jamais de racisme anti-français. C'est l'insulte la plus récurrente. Et on est piégé parce qu'on a conféré, on a octroyé la nationalité à des gens qui nous détestent. Voilà. Ces gens-là nous détestent, mais ce sont des Français de papier, ce sont des Français administratifs, ce sont des Français techniques. Mais ils passent leur temps à dire ça le français. Mais là encore, c'est rien, quoi. Dès qu'on aborde la question de la race, moi, les témoins ont du mal à dire j'ai été frappé par des Noirs. J'ai été frappé, puis là, on sent qu'ils butent. Les gens butent. On a tellement intériorisé l'interdit racial, l'interdit ethnique, l'interdit religieux, alors que c'est le plus petit dénominateur commun, et pour moi, c'est le plus gros dynamiteur commun. Et bien même les victimes ont du mal à le dire. Ils s'en approchent à reculons. Vous savez, c'est comme le tétragramme hébraïque. On ne peut pas le prononcer chez les Juifs, le nom de Dieu. Ou si on le prononce, il faut faire un signe de croix et s'asperger d'eau bénite. Et ben, mes témoins, c'est ça. Alors j'essaye de leur dire, mais oui, soyez rassurés, avec moi, parlons des choses telles qu'elles sont. Vous avez été attaqué par qui? Par un jeune? Non, par un noir, un arabe ou que sais-je. Donc il faut pousser les gens à dire le réel, parce que si on ne dit pas le nom des agresseurs, on ne pourra jamais traiter le mal. J'ai pris l'habitude de citer Confucius. Confucius, c'est comme Platon, il y a 2500 ans, Confucius, c'est la sagesse, c'est la grande sagesse. Il y a 2500 ans, Confucius disait que si jamais un prince, enfin un empereur, un souverain me confiait la direction d'un royaume, la première chose que je ferais, moi, Confucius, c'est rectifier les dénominations. Confucius disait qu'il faut revenir aux dénominations exactes. Tant qu'on ne reviendra pas aux dénominations exactes, tant qu'on n'appellera pas un chat, un noir, un blanc, un arabe, on ne pourra pas traiter le mal. C'est ce que dit Confucius. On est condamné à des actions impuissantes. C'est ce qu'on fait depuis 50 ans. Depuis 50 ans, on fait de la politique de la ville. Or, moi, les premiers témoignages que j'ai de racisme anti-blanc coïncident avec les premières émeutes. À Vaux-en-Velin, c'est en 79. Les premières émeutes en France, c'est en 79. Ça coïncide avec les témoignages de racisme anti-blanc. Or, depuis 50 ans, on ripolline avec la politique de la banlieue, parce qu'on ne veut pas affronter le mal pour ce qu'il est, et désigner enfin l'ennemi, parler de ces questions raciales qui nous tétanisent.
Alors, encore un petit mot pour vous dire que néanmoins, on a quelques études. Mais là, c'est la même chose. On a en France des instituts, l'INED, Institut national de la démographie, l'INSEE, Institut national de la statistique, qui ont fait une enquête sur la perception des phénomènes racistes en France et en France métropolitaine et dans les DOM et dans les TOM. Mais c'est la même chose. Les démographes ne peuvent pas nommer le blanc en tant que blanc. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas. D'abord, il y a un interdit. Je vous montrerai qu'il n'y a pas d'interdit en réalité. En France, il y a des statistiques ethniques qui ne disent pas leur nom. Mais même les démographes n'osent pas dire, pour étudier la population majoritaire, c'est vous. Au lieu de dire les blancs, ils parlent de population majoritaire. Mais quand même, néanmoins, cette population majoritaire, elle a dit à hauteur de 17%, donc c'est quand même beaucoup, c'est des gros échantillons, l'INED, c'est plus que des sondages, c'est vraiment des enquêtes qualitatives, si vous voulez. Il y a 17% des Français qui disent avoir été victimes de racisme anti-blanc, c'est-à-dire de discrimination comme blanc, de violence comme blanc ou d'injures comme blanc. Mais dans les catégories populaires, c'est 26%. C'est la seule enquête dont on dispose. Après, il n'y a plus rien. Cette année, en début d'année, l'INSEE a voulu, dans ses enquêtes qualitatives, rechercher les origines des parents. Et là, levé de bouclier, une fois de plus, il est interdit, donc on retombe sur Confucius. Tant qu'on ne pourra pas nommer la chose, c'est-à-dire les blancs, les noirs, etc., on ne pourra pas traiter le problème du racisme anti-blanc. Donc même l'INSEE voulait mettre sur la table cette question des origines des parents, qui permet de déterminer si vous êtes français de souche ou français de fraîche date, etc. Et ça a été interdit. Il y a encore 3-4 petits rapports officiels, mais qui sont anciens, et pour vous montrer à quel point on enterre les problèmes. Il y a la commission Stasi, alors vous vous rappelez, peut-être en 2003, la commission Stasi, c'était sur la laïcité. Et il y a eu une directrice de collège qui a eu le malheur de dire, lors d'une audition de la commission Stasi, bien moi, dans les lycées de banlieue, les derniers blancs ont quitté, on est en 2003, donc c'est il y a 20 ans, les derniers blancs ont quitté toutes les écoles de banlieue. Voilà. C'est ce que me disent les profs que je rencontre. Moi, les profs que je rencontre qui ont enseigné en banlieue et qui ne sont pas syndiqués à Sud ou à ce genre de syndicat, me disent que si nous parents, si on met un enfant, par exemple à Clichy, dans la banlieue parisienne, c'est un suicide pour l'enfant. C'est un suicide. Vous les suicidez. En 2004, il y a le rapport sur les signes religieux, le rapport de Jean-Pierre Aubin. Lui qui dit que les derniers juifs ont quitté les lycées de la banlieue parisienne. Donc on sait que, et moi je traite la question du racisme anti-blanc, qui est aussi un racisme anti-chrétien, anti-agnostique, parce que la plupart des Français sont agnostiques, et anti-juif également. Mais donc tout ça on le sait, mais il est interdit d'en faire état. Alors pourquoi il est interdit d'en faire état ? Moi je pense qu'il y a un malheur français, comme le dit Marcel Gauchet, depuis 40 ans, depuis 68 en réalité, et post-68, depuis les années 1970, on a déconstruit notre récit national, pas notre roman, notre récit, parce que c'est un récit, c'est pas une fiction, la France. Donc il est abusif de parler de roman national. On a déconstruit notre récit national, on a rétro-satanisé notre histoire. Ce qui fait que la France en particulier, mais l'Europe en général, est rentrée dans une crise de conscience, une crise d'identité. La France doute de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit demeurer. Il y a un procès en rétro-satanisation. Tous les historiens, à partir des années 1970, en particulier un livre de Robert Paxton sur la France de Vichy, qui est le livre de référence, malheureusement, qui a réorienté tous les travaux bibliographiques des historiens, nous explique que la France, en 1940, a collaboré. Et dans les médias, ça veut dire que la France, par nature, est collaboratrice. Si vous regardez un petit peu les années 70, c'est le terreau sur lequel va pousser le racisme anti-blanc. Et ce terreau sur lequel le racisme anti-blanc va pousser, c'est cette crise de foi, FOI, pas FOIE, cette crise de foi française qui s'est traduite à la fois dans la culture savante, j'évoquais Paxton, donc l'université a donné le là, a attaqué la France, donc procès en rétro-satanisation. Et la culture populaire n'a fait que le décliner dans les univers qui lui sont propres. Ma génération, moi j'ai été biberonné à la chanson de Pierre Perret sur Lily, qui m'explique, j'imagine que beaucoup d'entre vous qui sont de ma génération, nos instituteurs nous apprenaient Lily, où on apprend qu'on est un peuple raciste par nature. Voilà, pensez à cette dégueulasserie invraisemblable qui est Dupont-la-Joie.
Moi, quand Dupont-la-Joie, c'est en 75, hein, Lajoie, qui est un limonadier, viole une blanche et il la tue. Et il dépose le cadavre près des Arabes, hein, pour qu'on accuse les Arabes. Moi, c'est l'inverse que je vois. En 76, 77, dans les collèges primaires que j'étudie, où vous avez des Arabes qui arrivent du bled, hein, qui bredouillent un français inintelligible de 13 à 14 ans, qui sont avec des gosses de 7, 8, 9, 10 ans. Et bien, eux, ils violent les filles. Voilà. C'est... avec le silence, le silence complice de l'institution scolaire. Pas forcément de la police ou des gendarmes. Donc c'est songez, j'adore Romain Gary. Il a un 2e prix Goncourt avec je crois que c'est La promesse de l'aube, si je ne dis pas de bêtises, hein, avec Émile Ajar. Hein. Mais l'histoire d'Émile Ajar, c'est une juive rescapée des camps qui éduque un petit Momo, parce qu'il y a une alliance entre les juifs et les arabes qui est fantasmée, quoi. Rappelez-vous l'affaire Mireille Knoll, hein, en 2018, hein, rescapée de la Shoah. Son voisin Yacine l'égorge. Hein. Ah ben, merci Romain Gary, que j'adore par ailleurs. Hein, merci. Donc culture populaire, culture savante, prépare le terrain. La France ne croit plus en elle. Voilà. Plus largement, l'Europe ne croit plus en elle. Donc il y a un fond de nihilisme qui permet à cette haine de soi, que nous portons, que beaucoup d'entre nous, pas moi, hein, ni vous, et beaucoup de Blancs portent, beaucoup d'Européens portent, hein, et puis une haine que j'y reviendrai sur cette haine de l'autre, moi ce sera l'objet de mon second volume. Hein. Donc ce qui fait que ce racisme anti-blanc, tenez-vous bien, avant l'enquête que j'ai sortie, il n'y a rien. Il n'y a pas un travail universitaire. Il y a un chercheur qui a un avantage, parce qu'il s'appelle Tariq Yildiz, qui a fait une enquête sur le Bondi Blog avec quelques témoignages. C'est gentil, hein, je veux dire, c'est bien que ça soit fait. Il n'y a que ça. Il y a une profusion, la bibliographie sur le racisme systémique est kilométrique. C'est kilométrique. Hein. Vous voulez que votre enfant fasse une thèse et qu'elle soit financée, il travaille sur le racisme systémique. Il aura des financements de tout le monde. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a 15 ans, ça a percé le mur du silence. Alors peut-être que vous vous rappelez, on nous explique que c'est forcément les Blancs qui sont racistes. Mais en 2005, 2006, il y a eu des scènes à Paris, hein, des scènes de ratonnade anti-blanc. 2 en 2005, 2 en 2006. Des trucs énormes. Hein. En 2005, c'était la loi Fillon. Il y a eu 2 ratonnades, hein, où un millier de jeunes de banlieue, noirs et arabes, sont descendus à Paris et ont massacré du petit blanc. À telle enseigne que c'était si violent que Le Monde a fait un papier sur le racisme anti-blanc. C'est une des rares fois. Libé également, en 2005. 2 fois. C'est un massacre. Hein. Si Le Monde en a parlé, c'est que la Société des lecteurs du Monde, qui sont des intellos, hein, de gauche, hein, des beaux quartiers, comme d'habitude, hein, eh bien, certains de leurs enfants avaient été massacrés. Donc Le Monde en a parlé, à 2 reprises. Et moi, j'ai un témoin qui me dit, Le Monde en a parlé qu'à 1 reprise. Mais moi, j'ai un témoin qui me dit, ça s'est passé 2 fois en 2005 contre la loi Fillon. À la Nation, heureusement, il y avait la CGT, tenez-vous bien. La CGT a protégé les petits blancs contre les racailles de banlieue qui les massacraient. Je dis bien, c'est des ratonnades géantes. Hein. C'est 1000 noirs et arabes qui débarquent et qui massacrent des centaines de blancs. Hein. Ils triment les filles par les cheveux. Et en 2006, hein, notre ami Nicolas Sarkozy, en 2006, hein, et là, peut-être que vous avez vu des photos, je pense, parce qu'il avait convié Paris Match. Hein. Là, ce n'était pas la loi Fillon en 2006, c'était le CPE, le contrat première embauche. Hein. Sarkozy était encore ministre de l'Intérieur pour quelques mois. Et vous comprendrez que, quand même, que ça, aussi sévère que soit sa condamnation, son passif est quand même très très lourd. Hein. Il s'était rendu compte, Nicolas Sarkozy, en 2006, et à l'époque, il y avait une rivalité très forte avec Villepin pour savoir qui prendrait la suite de Jacques Chirac, hein, et qui se présenterait en 2007. Hein, et les jeux n'étaient pas encore, les dés n'étaient pas encore définitivement jetés. Merci Alain. Eh bien, il y avait eu en 2006 une première manif où les racailles de banlieue avaient débarqué. Je vous dis bien, toujours les mêmes, hein, 1000. Et Sarkozy a dit on laisse faire. On laisse faire. C'était aux Invalides. Hein. Mieux que ça. C'est Buisson qui raconte ça dans La cause du peuple. Hein. Mieux que ça. Il dit on va appeler les photographes de Paris Match. C'est pour ça qu'on a d'aussi beaux clichés, pardonnez-moi, hein, du cynisme, hein, de grands noirs qui tatanent des blancs au sol. Hein. Paris Match, les photographes ont shooté la scène, ce que Sarkozy avait dit.
pour ruiner le CPE de Villepin et montrer que la sécurité, c'est pas Villepin, ce sera moi, quoi, et ben, il avait dit aux policiers de pas réagir. Donc aux Invalides, hein, vous avez 1000, je dis bien, c'est délirant, hein, c'est des centaines de petits blancs massacrés. Donc c'est les 2 fois où on en a parlé. Et aujourd'hui, on ne peut même plus en parler de ça. Parce que c'est imposé une nouvelle théorie fumeuse, délirante, pour moi le plus gros foutage de gueule de ces 10 dernières années, de très loin. Et Dieu sait si des foutages de gueule, on en a un paquet entre le wokisme, l'indigénisme, les trans, enfin, tous les jours il y en a de nouveaux. Eh bien c'est la théorie dit du racisme systémique, hein, qui nous vient des États-Unis. C'est une théorie qui postule que le racisme, c'est forcément les Blancs qui l'exercent contre les racisés, contre le reste du monde en gros, quoi. Parce que nous, Blancs, nous sommes porteurs d'un privilège qui est indu, alors que nous soyons porteurs d'un privilège, moi je regrette que nous ne le portions plus, ce privilège. Nous sommes un peuple européen, de race blanche, comme disait De Gaulle à Pierre Fitte, hein. Mais ça, on ne l'assume pas. Et cette théorie du racisme systémique nous dit que le racisme est un phénomène furtif, invisible, mais oppressif, hein, qui structure de haut en bas et de droite à gauche la société, avec des dominants d'un côté, les Noirs, les Arabes, machin, etc., et des dominés d'un côté et des dominants, nous, en l'occurrence, de l'autre. Ce qui fait que cette théorie interdit de penser le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc ne peut pas conceptuellement exister à l'aune de la théorie du racisme systémique. Hein, parce que cette théorie postule que un chômeur de Vierzon, moi je suis dans Lyon, dans le sud de Lyon c'est sinistré, qu'un habitant du sud de Lyon a autant de privilèges qu'un trader de Neuilly, que parce qu'il est blanc, il perçoit le salaire de sa blancheur, que nous tous blancs, nous percevons une rente, hein, en tant que blancs. Voilà. En tant que blancs, nous percevons une rente. Hein. Cette rente est comment dirais-je, abusive, on ne devrait pas l'apercevoir. Et en revanche, l'arabe ou le noir, peu importe s'il est millionnaire, footballeur, peu importe s'il roule en Maserati, peu importe s'il est docteur, étudiant à Sciences Po, il y a une grosse bourgeoisie à Sciences Po, lui c'est l'inverse, est victime de ce racisme systémique. Donc cette théorie s'est imposée dans le département de sciences humaines, dans les salles de rédaction, ce qui fait qu'aujourd'hui, si jamais il y avait des scènes de lynchage comme en 2005-2006, en tout cas en 2005, Le Monde s'était déplacé, avait envoyé ses journalistes, et ça, on ne pourrait pas dire que c'est du racisme. C'est pas du racisme. C'est de la vengeance, ce que vous voulez, mais c'est pas du racisme. Ça veut donc dire qu'on a dû redéfinir complètement de fond en comble le racisme. On a élargi la catégorie qui est le racisme, on l'a rétréci. Mais nous, Blancs, ne rentrons pas dans la case racisme. Or, vous conviendrez aussi bien que moi que le racisme est universel, hein, que où qu'on aille, on tombe sur des comportements racistes. Lévi-Strauss, que j'aime beaucoup, nous dirait même que ces comportements, il ne le dirait pas en ces termes-là, hein, qui me pardonne. Hein. Lévi-Strauss dirait que, il est normal que les communautés se protègent. Hein. Il est normal que les communautés soient porteuses d'un idéal d'elles-mêmes, hein, ce qu'on appelle le suprémacisme. Hein. Sans cela, elles disparaissent. Hein. Mais ça nous est interdit, quoi. Moi, je constate au contraire que dans nos sociétés, il y a un privilège noir. Hein. Pardonnez-moi, mais il y a un privilège noir. Comment se fait-il que la BBC, quand elle met en scène Aliénor d'Aquitaine, franco-anglaise, pourquoi elle choisit une comédienne noire? Il y a un privilège noir. Pourquoi il nous a interdit, à nous, Européens, de jouer Othello, le mort, dans Shakespeare? Alors que, moi je regardais une série sur Jane Austen, le médecin est noir, au XIXe siècle. Hein. Non, de fait, oui, il y a un privilège noir. F. de Souche a publié les statistiques, hein, des publicités anglaises. Hein. En Angleterre, ce n'est pas le cas en France. Hein. En Angleterre, il y a 4% de noirs. Hein. Mais 50% des pubs sont avec un noir. Non, il y a un privilège noir. Hein. Moi, dans Éléments, je m'étais amusé à faire le décompte des Miss France. Hein. Sur 10 ans, sur 11 ans, il y a une Miss France sur 2 qui est issue de la diversité extra-européenne. Vous prenez le concours de l'Eurovision, il y a une chance sur 2 que ce soit un noir, un trans ou j'en sais rien, mais pas un type lambda. Donc non, de fait, oui, aujourd'hui il y a un privilège, hein, mais en aucun cas blanc, et je le redis, il serait naturel qu'en Europe il y ait un privilège blanc. En Chine, il y a un privilège Han. En Afrique, il y a un privilège noir. Pourquoi n'y aurait-il pas de privilège blanc en Europe, hein? Mais il n'y en a pas, hein, parce que je viens de vous le prouver, il y a un privilège qui me semble plutôt noir aujourd'hui.
Alors, moi je pars du principe qu'il y a plusieurs niveaux de racisme en France. Le premier vrai racisme, moi je distingue le petit blanc du grand blanc. Le petit blanc, c'est la victime du racisme. C'est ce que j'appelle dans mon livre le choc raciste. Et puis il y a ça c'est le petit blanc. Et puis en face il y a le grand blanc, en général parisien, bordelais, rennais, nantais, marseillais, lyonnais, donc qui appartient aux grandes métropoles, qui vote Mélenchon. Lui est un grand blanc et lui c'est le chic raciste. Mais il y a vraiment, s'il y a un petit blanc, c'est qu'il y a un grand blanc. Il n'y a pas de petit noir, de petit arabe. Donc c'est assez offensant pour nous de savoir qu'il y a un petit blanc. Nous sommes petits par définition, mais c'est parce qu'en face il y a un grand blanc. Et ce grand blanc passe son temps à nous faire la leçon. À nous gens de droite, à nous français périphériques, à nous patriotes, à nous identitaires. Eh bien ce grand blanc passe son temps à nous dire que nous sommes, Dupont-Lajoie, nous sommes ataviquement racistes. Vous avez vu récemment Marina Foïs. Si vous ne la connaissez pas, Marina Foïs, c'est évidemment c'est Canal+, c'est l'humour Canal+. Je vous épargne les jeux de mots qu'on pourrait faire sur cet humour. Eh bien, elle nous explique qu'on devrait accueillir plus d'étrangers dans les campagnes pour repeupler nos villages. Mais elle appartient à la grande bourgeoisie. Mathieu Kassovitz qui nous explique que c'est ça des grands blancs, que nous sommes des fins de race. Mais Mathieu Kassovitz, il vivait dans le 20e arrondissement, il en avait marre des bruits de la cour d'école, bruits de la cour d'école. C'est pas des drogués, des décamés. On n'est pas à la colline du Crac. Et maintenant, il a un hôtel particulier à Vincennes. Donc ces gens-là veulent qu'on accueille des... très bien. Pape Ndiaye. Pape Ndiaye, c'est un chef-d'œuvre. Son père, c'est un ingénieur burkinabé, le premier ingénieur noir en France. Sa mère, c'est une enseignante. Il est passé par la Canale, il est passé par les plus grands lycées, les plus grands. Et il a fini à Normal. Jusqu'à 25-30 ans, il ne savait pas qu'il était noir, Pape Ndiaye. C'est en allant aux États-Unis qu'il l'a découvert. Non, c'est en allant aux États-Unis qu'il a découvert qu'il était noir. Il ne le savait pas jusque-là. Et pour cause. Il met ses enfants à l'école alsacienne. Ses deux gosses à l'école alsacienne. C'est-à-dire dans le sacro-saint de l'enseignement, le truc le plus hype de la République. Émeric Caron. Ouais, mais il met où sa fille, Émeric Caron? À Versailles. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Tous ces grands blancs qui nous vendent la mixité. La mixité, c'est pour le petit blanc que j'ai rencontré. Le petit blanc, lui, il a vécu la mixité. Parce qu'il vit au Mureau, j'en sais rien, il vit aux Ulysses. Alors je parle de la banlieue parisienne, pardonnez-moi, parce que c'est celle que je connais le mieux. Mais c'est la même chose à Lyon. Je crois que c'est en train d'arriver ici aussi, à Bordeaux. Vous me direz ça dans le cadre des questions. Lui, en fait, comme petit blanc, il a une cible. Vous savez, les pubs 4 mètres par 3. Lui, tous les petits blancs en banlieue, ils ont une pub de 4 mètres par 3. Moi, je les compare au statut décolonial. Au statut colonial, pardon, qu'on déboulonne. Voilà. Le petit blanc en banlieue, c'est une statue coloniale qu'on déboulonne. Donc lui, la mixité, il la côtoie. Il l'a subie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du séparatisme. Voilà. Alors il y a quelque chose, il y a un anglicisme que vous connaissez sûrement qui s'appelle le white flight, c'est la fuite des blancs. Les Américains sont observés dès fin des années 50, début des années 60 avec les droits civiques, quand les blancs ont quitté les centres-villes aux États-Unis. Et en France, ça commence dans les années 70. Moi, tous les petits blancs que je rencontre, tous les parents qui peuvent, sont barrés. Ils sont barrés, ils ont acheté un pavillon à 10 km pour fuir la mixité dans le HLM. Parce que la mixité, c'est invivable. Voilà, c'est invivable. Parce que le choc des civilisations, on peut le contester sur le plan géopolitique. On peut très bien imaginer des alliances bizarres. Je veux dire, François Ier s'était allié avec la Grande Porte. Je veux dire. Mais le choc des civilisations, c'est dans notre espace domestique qui se produit. Et là, c'est au pied des barres d'immeubles. Au pied des barres d'immeubles, il y a le choc des civilisations. Ça ne marche pas. La cohabitation de civilisations ne marche pas. Ça explose. On ne peut pas faire cohabiter des aires de la table antagonistes avec le halal, le ramadan. Ça ne marche pas. Moi, si je fais un apéro avec mes voisins, je vais faire pas des merguez, je vais faire des chipolatas. Je ne peux pas. Il y a un problème.
On ne peut pas faire cohabiter deux arts de la mixité, deux conceptions, pas des arts, parce qu'on en est loin avec l'islam. On ne peut pas faire cohabiter deux conceptions de la mixité qui sont radicalement antagonistes. C'est inimaginable une salle comme ça, avec un prédicateur coranique. Toutes les femmes seraient voilées, peut-être même que vous ne pourriez pas rentrer dans la salle. Donc ça ne marche pas. Voilà. Donc que font les parents? Les parents, ils s'en font, ils fuient avec leurs jambes. Genre, ils vont dans la France périphérique voter Marine, mais pas le Grand Blanc. Le Grand Blanc, lui, il vit dans l'imposture. Voilà, l'imposture et l'imposture. Et du matin au soir, il nous fait la leçon. Mais il prend bien soin de jamais mettre ses enfants dans un lycée de secteur. Jamais. Le contournement de la carte scolaire à Paris, dans Paris Nord, dans les quartiers gentrifiés, c'est une merveille. Genre, je ne sais pas comment ils font. Ils sont très riches, parce que ça veut dire qu'ils ont une grand-mère qui a une chambre de bonne dans le 5e, j'en sais rien, pour contourner la carte scolaire. La ségrégation immobilière à Paris, c'est la même chose à Bordeaux, par définition. Elle est fascinante. Il n'y a pas un Grand Blanc qui vit à la Chapelle, à Paris. Le Grand Blanc, il vit dans un immeuble avec un digicode, où le prix du mètre carré, c'est au moins 10 000 euros le mètre carré. Donc la ségrégation est partout, ça ne marche pas. Voilà. La cohabitation de civilisations antagonistes ne marche pas. Mais le Grand Blanc ne veut pas en faire l'aveu. Parce que c'est une posture moralement très gratifiante. L'amour de l'autre. Voilà. Ils aiment les autres. Donc et en plus, ils en vivent. Ne perdez jamais de vue qu'ils en vivent. Parce qu'en professant ce qu'ils professent, ils ont un rond de serviette à France Inter. Ils ont un poste à Jussieu. Ah oui, mais il y a France Télévisions. Ah bah oui, mais avec 20 000 euros par mois. Genre, moi j'en rêverais, je veux dire. Donc ils en vivent en plus. Donc il n'y a pas de raison qu'ils renoncent à ce confort si nous ne les secouons pas par les événements que nous montons, par notre vote, pour remettre en cause leur hégémonie sur les consciences. Mais ils ont une hégémonie sur les consciences. Je vous le redis, rappelez-vous ce que je vous disais au début. Même les victimes de racisme anti-blanc butent sur le mot noir arabe, n'osent pas, on a peur. Ça veut dire que la gauche contrôle nos esprits. Le vrai pouvoir, c'est la production de la parole autorisée. Qui a ce pouvoir? Est-ce que c'est nous qui l'avons, ce pouvoir? Le vrai pouvoir, c'est dire là est le bien, là est le mal. Même si ce bien est mal. Le vrai pouvoir, c'est dire là est le beau, là est le laid. Même si ce beau est laid. L'art contemporain, par exemple. Même chose pour le bien. Même chose pour... non, est-ce qu'on a ce pouvoir? Non, on ne l'a pas. Donc c'est ce pouvoir que nous devons conquérir. Il y a un petit blanc quand même dont il faut se moquer. Et il faut lui faire un sort. C'est le petit blanc qui se racaillise. Alors, j'en ai vu beaucoup. Aucun de mes témoins, bien sûr, n'est venu à moi parce qu'il s'est racaillisé. Mais beaucoup de petits blancs en banlieue se racaillisent, deviennent des dhimmis, vont jusqu'à la conversion. Dans mon tome 2, c'est sinistre, pardonnez-moi pour l'ambiance. Mais dans mon tome 2, j'ai des témoins à Grenoble, famille de 8, ils sont 8, frères, demi-frères, sœurs, demi-sœurs, 5 convertis à l'islam sur 8. Moi, je récupère ceux qui sont devenus identitaires. Banlieue parisienne, un frère, famille de 5 enfants. Classe ouvrière, toujours. L'aîné drogué, perdu, quoi, je veux dire. Mais cela étant dit, quand il avait 15-16 ans, il disait qu'il était musulman quand même, qu'il avait des origines arabes. Parce que dans la hiérarchie de prestige en banlieue, l'origine arabe fait que vous êtes au-dessus. Le cadet converti à l'islam, il vit en Égypte. J'ai découvert qu'en Égypte, au Caire, ou à Alexandrie, peu importe, il y avait des quartiers où il y avait des salafistes français, dont beaucoup de convertis. Donc oui, il y a, malheureusement, il n'y a pas que le grand blanc qui nous est hostile, il y a aussi le petit blanc. Moi, tous les témoins que j'ai rencontrés, qui ont été massacrés, garçons et filles, s'en sont sortis parce qu'à un moment donné, ils ont dit non, stop, garçons et filles, je dis bien. Les filles, à un moment donné, elles ont dit j'en ai marre que tu me mettes des claques dans la tête, elles ont piqué dégueulantes. Il y a même, moi, il y a des filles qui me racontent, elles ont pris d'autres filles, elles ont éclaté la tête contre le bureau, donc elles se sont défendues. Ça a été le début pour elles de la résistance. Mais il y a beaucoup de gens qui ne résistent pas, qui se laissent absorber par l'univers environnant. Qui deviennent donc des racailles, des franco-portugais, des franco-français. Pensez à Franck Ribéry. Pensez au nombre de convertis, mais pensez au nombre de convertis dans les deux domaines, dans les deux champs plébiscités par la jeunesse.
le rap et le football. Regardez le nombre de convertis dans le rap et le football. Et il n'y a pas que des Noirs qui se convertissent. Dans le rap, Akhenaton, Diams, mais il y en a d'autres, c'est pas mon univers, mais en revanche, dans le foot, je suis un footeux. Dans le foot, le nombre de convertis blancs, vous n'avez pas idée. Donc il y a plein de gens qu'on perd. Tous ces petits blancs, on les perd. Et pourquoi on les perd? Parce qu'on a déconstruit ce roman, parce qu'il n'est pas désirable d'être français. Il n'est pas désirable d'être européen, puisque nous sommes esclavagistes par nature, par destination. Puisque nous sommes porteurs d'un mal quasiment métaphysique. Donc c'est pas gratifiant. En revanche, c'est gratifiant d'être musulman. Je le redis, dans la hiérarchie de prestige, il est tout en haut, le musulman dans nos banlieues. Donc s'il y a quelqu'un qu'on perd, c'est ce petit blanc, on le perd. Donc malheureusement. Deux mots sur... j'ai évoqué le grand blanc. Je pense que j'ai parlé de posture et d'imposture, mais je pense quand même qu'il y a une psychopathologie derrière. Ça s'appelle la haine de soi. Guillaume Fay, on en parlait avec quelqu'un là tout à l'heure, parlait d'ethnomasochisme. Je pense qu'il y a une maladie qui est très difficilement cernable, très difficilement saisissable, mais c'est la haine de soi. C'est une maladie qui a frappé les Juifs d'abord, à la croisée du 19e siècle et du 20e siècle. Quand les Juifs sont sortis du ghetto, partout, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est. Quantité de génies juifs, des grands, des très grands, des magnifiques cerveaux, se sont retournés contre le judaïsme, de manière très virulente, très très violente. Il y a eu un livre qui est apparu sur le sujet, remarquable, qui s'appelle La haine de soi de Théodore Lessing, qui est un intellectuel juif, qui a écrit, sioniste, lui, pour le coup, allemand, qui a été tué par les nazis en 1935, de mémoire, ou 1936, qui a écrit sur ce phénomène de la haine de soi. Mais la Deuxième Guerre mondiale a guéri les Juifs de cette maladie, de cette psychopathologie qui est la haine de soi. En revanche, cette psychopathologie nous touche. Moi, je suis toujours effondré de voir que les gens brûlent des drapeaux. Je disais à André Berkoff tout à l'heure, qui m'avait invité pour le racisme anti-blanc et dont l'assistante, c'est Maud Koffler. Vous vous rappelez, dans les manifs, là, les drapeaux français sont arrachés. Et Maud Koffler dit à l'antenne d'André Berkoff, c'est ce qui m'arrivait en 2018. Elle était fouteuse, donc elle a été célébrée la victoire de la France contre les Belges en demi-finale sur les Champs-Élysées, où déjà elle avait un drapeau avec une hampe et au bout une pointe. Déjà elle avait pu écarter des Noirs qui avaient les mains baladeuses avec des petites blanches. Puis elle rentre chez elle et elle tombe sur une bande d'Algériens. Vous savez ce que les Algériens lui demandent? Tu retires ton drapeau là. Et tu t'excuses. Et elle en parle, elle est enragée quand elle en parle. Elle a les larmes presque qui lui montent, André pourra le confirmer. Et elle a dû s'excuser. Vous vous rendez compte? On est en 2018, à 500 mètres des Champs-Élysées. Elle a dû s'excuser d'être française. Comme tous mes témoins. Mes témoins me racontent que quand ils jouent au football, un mec à Saint-Étienne, c'est la patrie du foot, Saint-Étienne. 78, 79, c'est la dernière heure de gloire des Verts. Il y a Platini qui arrive, tout ça. Et quand il joue dans la cour d'école, si jamais il effleure un arabe, un Algérien, 78, 79, il doit s'excuser. Il ne s'excuse pas. Donc il prend des claques dans la gueule. Donc tout ça, c'est nous qui l'avons permis, ça, en autorisant la déconstruction de notre récit national. Tant qu'on ne donnera pas la réplique à tous ces historiens qui nous expliquent que depuis les croisades, depuis 1500 ans, nous sommes porteurs du mal, comment se ferait-on respecter? Et ensuite, alors pour conclure, un dernier mot, moi je vais beaucoup l'aborder dans le tome 2, c'est pourquoi ils nous détestent autant. Voilà. C'est pourquoi on accueille des immigrés? On a accueilli des immigrés, il est faux de dire qu'on en accueille que depuis 150 ans, des extra-européens depuis 50 ans. Mais c'était une immigration choisie. Rappelez-vous, François Ier, il fait venir Léonard de Vinci. On a fait venir un nombre de cardinaux et de peintres italiens en France, d'ingénieurs anglais pour construire notre chemin de fer. Et parce qu'on pensait qu'ils allaient nous apporter quelque chose, parce qu'on pensait qu'ils allaient pouvoir s'intégrer. Là, on accueille des gens dont on sait qu'ils ne vont pas s'intégrer. Et c'est pire que ça, qu'ils nous détestent. Alors pourquoi nous détestent-ils à ce point-là? Quelle est la rage qui les habite et qui fait qu'ils ont plaisir à humilier des garçons, des filles de 7, 8, 12, 13, 15, 16 ans.
à foutre des claques à nos enfants, à violer parfois nos filles, avec une haine de ce que nous sommes. D'où vient cette haine? Moi, elle m'intrigue, cette haine. Alors on me dira, dans le cas algérien, parce que les premiers, pour moi, dans mes témoins de cas de racisme anti-blanc, c'est les Algériens qui sont de fait numéro 1 du podium. Là, on ne fait pas mieux qu'eux. La guerre d'Algérie? Oui. Mais pourquoi alors les Syriens qui n'ont jamais été colonisés par les Allemands massacrent pareillement les enfants allemands que les Algériens, les nôtres, hein? Est-ce que la colonisation explique tout? À ce compte-là, les Chinois devraient nous détester. Ils appellent ça le siècle de l'humiliation. 1830-1920. Les Européens en Chine, hein. Ils ont été humiliés. Hein. Ils parlent de traités inégaux. En Chine, c'est lourd, hein, le passif européen. Pour autant, on n'a aucun problème avec des Asiatiques. Hein. Donc, c'est pas la colonisation, le truc. Ou alors hein, c'est un sentiment d'échec, hein, post-colonial, hein, dans le cas algérien. Parce qu'en Algérie, la France est partout. Les chemins de fer, c'est la France. Alger, c'est la France. Quand on voit les bâtiments haussmanniens, on se dit non, c'est pas l'art kabyle, hein, c'est pas l'art berbère, c'est le Second Empire. Hein. Donc peut-être qu'ils sont en permanence moi, je ne suis pas à leur place. Hein. J'essaie de comprendre leur haine, hein, qui non seulement est indélicate, hein, vulgaire, grossière, méchante. Hein. Elle coche toutes les cases qu'on ne peut pas évoquer. Donc, comment expliquer ce ressentiment? Pourquoi ce ressentiment? Alors moi, peut-être qu'on en parlera dans les questions de la salle. Moi, j'aborde des explications dans le tome 2. Moi, je pense qu'il y a un énorme problème avec l'islam, énorme, hein, un passif énorme, qui remonte même pas à la Reconquista. Hein. Peut-être qu'il faudrait remonter à Poitiers, j'en sais rien. Mais il y a un passif qui les travaille. Hein. C'est qu'ils sont tiraillés en permanence comme des schizophrènes entre deux pôles contraires. Hein. La conviction que leur religion est la seule, hein, que c'est la religion absolue, révélée, enfin machin. Et puis de façon secrète et inavouable, l'échec, hein, depuis 1000 ans, depuis 800 ans, j'en sais rien, qui les travaille, qui les ronge. Hein. D'où vient la jalousie? La jalousie, c'est le démon de la comparaison. C'est le démon de la comparaison. Si vous regardez les univers d'enfants, c'est que de la comparaison. Nous, adultes, on a dépassé ce stade, hein, mais pas les enfants. Et quand ils se comparent, moi, c'est la phrase que vous connaissez, elle est un peu prétentieuse, hein, quand je me juge, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Hein. Mais pas eux. Eux, ils ne se consolent pas. Tous leurs outils techniques sont occidentaux. C'est une offense qui doit les ronger comme je pense, hein, comme je ne sais pas comment le qualifier, comme un acide en quelque sorte. Hein. Mais pourquoi autant de haine? Pourquoi ils prennent un tel plaisir à nous salir, à écraser leurs chaussures sur nos enfants? Voilà, donc c'est le travail que je vais essayer d'avancer dans le tome 2. Parce que tous les témoignages que je reçois sont toujours pires, en quelque sorte. Je suis désolé, hein, je plombe l'ambiance. Hein. Mais bon, c'est en même temps, c'est nos enfants, quoi. Moi, il y a des parents qui viennent me voir, presque les larmes aux yeux, hein, c'est pas des blagues, hein, pour me dire, mais c'est peut-être ce que j'ai fait subir à ma fille sans le vouloir, hein, parce que je ne me rendais pas compte. J'étais à gauche à l'époque, je trichais pas avec la carte scolaire. Et mes enfants ont subi ce qu'ils ont subi, quoi. Donc c'est ce qui... Enfin bon, je me heurte à ce mystère du mal, à ce mystère de la haine. Vous savez, on vit dans l'univers de l'antiphrase. Hein. Orwell, vous savez pourquoi Orwell a appelé son livre 1984 hein? Parce que la figure dominante de 1984, c'est l'antiphrase. Le bien, c'est le mal. Le racisme, pour nous, le racisme anti-blanc, c'est le racisme. C'est nous qui sommes racistes alors qu'on est des victimes. C'est ça l'antiphrase. Parce qu'il l'a écrit en 1948. Hein. Il l'a sorti en 1948. Hein, et il a renversé les 2 derniers chiffres. Donc, voilà, bon, j'en bafouille. Hein, mais c'est parce que cette question du ressentiment me ronge. Hein.
Je n'arrive pas à concevoir un tel niveau de haine pour ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils nous haïssent à ce point-là? Ou qu'est-ce qu'on leur a pas fait? Le simple fait que nous existions, que nous ayons été une civilisation brillante, glorieuse, c'est plus le cas aujourd'hui, je suis le premier à regretter, j'espère qu'on va se ressaisir. Est-ce que c'est la comparaison de ces deux mondes qui les dévorent de l'intérieur et ils ont besoin de compensation? Comme ils ont raté historiquement, ils ont besoin de se venger sur les enfants de ceux qui ont réussi historiquement. Donc moi je vais creuser cette question-là, voilà, et je vais en rester là pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, bah, elles sont les bienvenues. Bon, je reprends la parole. Bon, simplement, vous dressez un constat exhaustif et assez effrayant de la situation. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on règle le problème. Surtout avec les enfants. Ouais, question difficile. Question difficile. Sur les enfants, bah, nous parents, nous adultes, il faut qu'on surveille attentivement nos enfants. Moi, je n'ai qu'une fille, mais j'aurais jamais imaginé mettre... moi, j'aurais pas fait de mouvement scout. Moi, je suis plutôt sport collectif, football. Mais donc, moi, ma fille est dans un mouvement scout. Donc, je la protège comme ça. Je la protège en surveillant ses enfants, en parlant. Il faut que les mères parlent avec les enfants. Alors, je sais que, je l'ai dit, c'est difficile de confesser un ado. C'est difficile. Mais surveillons nos enfants. Si on a les moyens... On ne les a pas toujours, pas les mettre, regarder le collège où on les met. Quoi. Voilà, il suffit de regarder si le collège a un mauvais indice. Désormais, les collèges, j'ai plus le nom en tête, mais ils ont des indices. Il faut des moyens, j'en conviens. Et alors après, comment on résout la question? Je l'ai dit, il faut qu'on restaure notre récit national, mais le problème, c'est les flux migratoires. Tant qu'on n'assèchera pas les flux migratoires, la question est amenée à perdurer et à se poser dans des termes de plus en plus graves et dramatiques. On aura de plus en plus affaires à de ce genre d'affaires. Ce que je ne vous l'ai pas dit, moi je parle que des cas explicites de racisme anti-blanc. En général, tout est implicite. On ne dit jamais à la victime qu'elle est blanche. Moi, j'ai une éducatrice qui me dit dans le tome 1, elle demande à des mineurs, à des fugueurs, la plupart ils sont européens. Comment ils choisissent leurs victimes? C'est des blancs. On les choisit parce qu'ils sont blancs. Parce que les blancs ne se défendent pas. Donc ce phénomène est lourd, massif. Tant qu'on n'assèchera pas les flux migratoires, et tant qu'on ne mettra pas sur la table, alors pardonnez-moi, ce n'est pas le sujet du jour, des possibilités telles que la remigration. Zemmour l'avait mis sur la table en bout de course à la présidentielle. Mais sachez que la remigration, on l'a pratiquée, nous, Européens. Je veux dire, aussi surprenant que ça va vous paraître. Mais vous savez qu'il y a un Italien sur 3 qui est venu en France et reste en France. Je parle des Italiens, je ne parle pas des Syriens. Donc ça veut donc dire qu'il y a 2 Italiens sur 3 qui sont rentrés en Italie. En 1939, on renvoie 500 000 Espagnols. En 36, 37, 38, 39, je suis le premier à le regretter, c'est des frères polonais. On a renvoyé 1 demi-million de Polonais. Donc un gouvernement à la Trump peut non seulement assécher les flux migratoires, c'est ce que Trump a fait, à tel point que dans les sondages aux États-Unis, la question migratoire n'est plus aussi centrale qu'elle l'était avant que Trump ne prenne le pouvoir, parce que les Américains se rendent compte que c'est en train de marcher, quoi. On n'a pas en France de Trump, malheureusement, mais c'est les flux migratoires. Il n'y a pas d'autre solution que les flux migratoires, et que nous, Européens, on est le peuple majoritaire. Donc en tant que peuple majoritaire, on n'a pas pris l'habitude, on n'a jamais eu à vivre dans la clandestinité, parce que nous sommes chez nous majoritaires. Or, depuis 50 ans, en tout cas dans les banlieues, on doit cacher ce qu'on est, on doit donc découvrir de nouvelles modes d'existence communautaires. Moi je pense qu'il faut qu'on s'entraide, en tant qu'Européens, nous devons nous entraider, parce que c'est ce qu'il faut en face. Moi ce que me disent les profs dans les cours des récréations, moi je les compare les cours de récré, je les compare aux cours de prison. Dans les prisons, c'est un processus de décivilisation, et dans les cours de récréation, c'est un processus de civilisation. Donc à un moment donné, les deux courbes se croisent. Les ados apprennent la civilisation, parfois avec violence, sans les inhibitions d'adultes, d'où les bagarres, machin. Et en prison, c'est l'inverse, la situation s'effondre. Et comment se réunissent les gens en prison? Les blancs avec les blancs, il n'y en a plus beaucoup, c'est des criminels sexuels en général.
les Noirs et les Arabes ensemble. Hein. Ils se séparent eux-mêmes, ils se sous-divisent. Hein. Chez les Noirs, entre les Antillais, machin. Mais quand il s'agit d'être solidaires contre les Blancs, ils sont solidaires. Hein. Dans les cours de récréation, moi, les profs me disent qu'ils ne seront pas à Sud, hein, je m'entends pas syndiqués à Sud, dans le 93, dans des bahuts où il y a 100 nationalités. Hein. Dans les cours de récré, c'est pas compliqué, les agrégats sont tous raciaux, tous. Et il est interdit de le dire. Parce qu'on a voulu créer un monde dans le multiculturalisme qui ne peut pas fonctionner. Je veux dire, les chrétiens se rappellent de Babel, de la parabole sans l'étude de la tour de Babel. C'est que ce monde-là est voué à s'écrouler sur lui-même. Hein, parce qu'on n'a plus de langage commun. On n'a pas le même langage sexuel, on n'a pas le même langage gastronomique, on n'a pas, enfin bon, bref, on n'a pas le même langage religieux. Donc on ne peut que se fâcher. Mais soyons positifs, vous avez raison. Pour être positif, il faut renverser la table. Je pense qu'on y viendra. Parce que la violence est telle, l'immigration est telle, dans nos villes, moi je suis dans la périphérie, je veux dire, enfin, même chez moi, je veux dire, donc à un moment donné, les gens vont se révolter. À ce moment-là, on inversera les flux, et puis on essaiera de renvoyer des gens qu'on peut renvoyer. Et dans l'hypothèse où effectivement on ne pourrait pas en renvoyer un grand nombre, comment ça se passerait d'après vous? Est-ce qu'on part vers une bosnisation du pays avec des villes musulmanes et des campagnes qui restent françaises? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je suis comme vous, là. On peut émettre que des conjectures et des hypothèses. Hein. Cela étant dit, Jérôme Fourquet a partiellement répondu à votre question en 2019 avec la France archipel. Hein. Fourquet est un homme formidable, sauf sur la question migratoire qu'il n'aborde jamais de front, toujours de biais, mais pour le reste, quand même, l'analyse est assez chirurgicale. Hein. D'ores et déjà, c'est une France qui s'archipélise. Alors, moi, j'ai écrit un bouquin Courage, et comme vous, monsieur, je veux me projeter, donc je ne veux pas faire le pari que tout est perdu. J'ai connu Jean Raspail à la toute fin de la vie de Jean Raspail, donc l'auteur du Camp des Saints. Il est mort à 94 ans, il était magnifique, hein. Il était guiré, léger. Il sifflotait, il fredonnait, merveilleux personnage, très drôle, hein, mais désespéré politiquement. Lui, il pensait que c'était perdu et qu'on allait créer ce qu'il appelait des isolats. En réalité, recréer le Moyen-Âge avec des communautés religieuses. Hein. Moi, je ne pense pas. Je veux croire, comme monsieur. Moi, je fais le pari qu'on a une identité française, européenne, qui est tellement vieille. Hein. Quand on lit les voyages, hein, alors on ne lit pas en direct, mais quand on lit les voyages des géographes grecs hein, au IIe siècle avant notre ère, qui sont repris par Strabon, par César dans la guerre des Gaules, hein, on est sidéré par la continuité des tempéraments. C'est sidérant, je vous jure. On s'imagine que c'est Obélix, Astérix et Goscinny, juifs polonais. Non, il le trouve. Les clichés sur Obélix, il les trouve dans la guerre des Gaules et dans Strabon. Donc je ne veux pas imaginer qu'un peuple qui est là depuis 2000 ans, avant sa monarchie, hein, puisse renoncer à son être historique. Ses comportements, Dominique Vénère, s'il était là, il vous dirait que nous sommes là depuis 25 000 ans. Depuis 25 à 30 000 ans, il vous dirait depuis la grotte Chauvet. C'est ce qu'il vous dirait. Lui aussi que j'ai un peu connu à la fin. Moi, je ne veux pas croire qu'un peuple hein, qui est là depuis la nuit des temps va renoncer à son être historique hein, et se convertir à une foi qui n'est pas la sienne. Hein. Donc je pense que je veux croire qu'il y a des réserves de vitalité qu'on n'imagine pas, qu'au bord du gouffre, alors je ne vais pas ressortir les phrases de Nietzsche, c'est là où croit le péril, enfin, ceux qui nous sauvent. Hein. Je ne veux pas imaginer, comme je fais le pari que nous sommes là depuis au moins 2500 ans, sinon plus. Hein. On est là depuis plus longtemps, je veux dire, mais disons qu'on a des renseignements précis sur depuis 2500 ans. Je ne veux pas croire que nous soyons frappés d'amnésie et que nous renoncions à ce qu'ont été nos pères. Hein. Donc j'espère que les dynamiques françaises, européennes permettront un sursaut. Oui. Enfin, c'est le pari qu'on doit faire, de toute façon. Simplement, tu as évoqué cette haine de soi, qui est vraiment une des caractéristiques de le nihilisme qui a saisi notre société, et qui, effectivement, explique, à mon avis, cette haine dont les immigrés vis-à-vis
sûr, au-delà du nombre, hein, bien sûr. Parce qu'il y a toute une caste qui leur a insufflé cette haine, parce qu'ils ont la haine de soi. Tu parlais du c'est très intéressant, effectivement. Et je pense qu'une la grande explication, c'est d'une part ces collabos de l'intérieur qui insufflent cette haine, et d'autre part, évidemment, le nombre, et enfin pour terminer, la religion, l'idéologie, puisque c'est plus une idéologie qu'une religion, notamment le problème de l'islam, hein, que j'ai évoqué dans un petit livre qui est édité par la Nouvelle Librairie, qui s'appelle L'Islam sans voile, ou un peu l'Islam pour les nuls, parce que qui démontre, j'ai voulu démontrer qu'il y avait incompatibilité totale de vivre ensemble avec l'islam. Et donc je pense que c'est un mélange, ce mélange qui explique la haine contre ces gens-là, et puis parce que nous avons perdu la fierté de ce que nous sommes. Parce que dans l'éducation nationale depuis trop longtemps, il y a des gens qui nous font fait une propagande, et ils se servent d'ailleurs de l'islam comme d'un rouleau compresseur pour éliminer cette un mot sur cette haine. C'est un exemple pour vous montrer que le problème est lourd, mais qu'en même temps, on a des solutions. Tous les témoins de Montauban, c'est 40 à peu près, enfin, il y a des profs, mais disons tous les témoins, ex-adolescents, ex-lycéens, tenez-vous bien ce qu'ils me disent, à 12, 11, 12, 13, 14 ans. Donc c'est des témoins dans des univers où ils sont minoritaires. Hein. C'est pas dans un lycée, un beau lycée de centre-ville, hein. C'est la périphérie. Souvent de secteur, mais pas toujours. Souvent public, mais pas toujours. Vous savez ce qu'ils me disent sur les témoins? À 12-13 ans, ils auraient honte d'être français. Ils s'inventent tous des origines. Hein. Tous. C'est fascinant. Hein. Ils disent que... Parce que comme français, t'as pas d'origine. Voilà. Donc vous vous rendez compte où on en est? C'est qu'il y a... C'est du parjure. Hein. En réalité, ces gens-là, c'est un parjure ponctuel. Hein. Comme Pierre, le jour de la crucifixion, trois fois il répudie le Christ, eux répudient la nationalité. Ils s'inventent, alors je ne sais pas, telle fille des origines russes, elle n'a rien de russe. Hein. Tel autre, bon, il y a souvent un grand-père italien ou une grand-mère espagnole ou portugaise, donc ça leur permet de dire ça. Mais il n'y en a pas un qui assume le fait d'être français. Donc c'est vous dire à quel point c'est dur dans une classe d'être français, parce que moi les profs me disent la chose suivante, et les élèves, hein, dès qu'ils arrivent en 5e, je ne sais plus si c'est en 5e ou en 6e, l'esclavage, le français devient, dans les classes où il est grand remplacé, il devient le parangon d'un peuple sadique, nous en l'occurrence. Hein. Et il fait l'objet des moqueries de toute la classe. Donc ça, on sait comment le résoudre. Il faut un énorme coup de balai à la Trump. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pour l'éducation nationale, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est verrouillé depuis 50 ans. Bon, tant qu'il n'y aura pas ce coup de balai, mais il n'est pas normal que les nôtres, hein, après ils redeviennent patriotes ou identitaires, ça dépend des choix qu'ils font, hein, politiques, mais il n'est pas normal que jusqu'à 2 ans, ils ont l'air d'être français, quoi. Oui. Il y a deux choses qui m'ont abondé dans ce sens par rapport à des choses peut-être que vous avez dit que vous ignoriez, et je trouve ça tout à fait humble de votre part. Pour ce qui est, en fin de compte, de la réponse pourquoi l'islam nous salit ou pourquoi d'autres civilisations nous salissent, vous avez un livre de Philippe Méry, très rare, que vous pouvez trouver, qui s'intitule « Et si tout n'était que mensonge ». Et vous aurez la solution à l'intérieur même de votre question. Je vous le donnerai après, ne vous inquiétez pas. C'est un livre qui coûte très cher, ça va jusqu'à 500 €, hein, quand vous le trouvez. Il est retrouvable. Hein. Ouais, mais je l'ai moi et je pourrais vous en faire une copie s'il le faut. Ensuite, pour ce qui est de Sud, j'avais infiltré Sud, moi à l'époque, j'étais à la RATP durant les grèves de 1995 pour le fameux régime des retraites particulier que certaines entreprises avaient. Bon. Et que tout le monde jalousait, évidemment. Mais dans ces cas-là, il faut faire partie de l'entreprise, et ça datait effectivement des lois de 45 après-guerre. Sud, en fin de compte, il a été fondé par des juristes, ce qu'il faut que vous sachiez, à la base, que des juristes, je dirais, bien chevronnés. Et tout ce qui est venu derrière, ce sont que des gens mécontents des autres syndicats, CGT, tout ce qu'on veut, ce qui existait à l'époque. Donc quand vous infiltrez ça, vous savez très bien à qui vous avez affaire, d'accord ?
Par contre, la question que je voudrais vous poser, c'est au niveau de est-ce que vous pensez que la déconstruction civilisationnelle peut entraîner dans un premier temps un lien entre les radicalisations, d'accord, communes ou non communes, pour faire naître soit un conflit, soit avoir une guerre civile dans les jours prochains? Cette déconstruction, elle est ancienne. Là, Renaud Camus nous dirait qu'il y a le terreau préparatoire, c'est ce que Camus appelle la seconde carrière d'Adolf Hitler. C'est que la thèse de Camus qui est assez juste, que le surmoi d'Hitler nous hante beaucoup plus mort que vivant, et que ça commande nos comportements, des comportements de culpabilité. Donc c'est là-dessus que la déconstruction s'est construite, chez Michel Foucault, chez d'autres qui ont exercé. Alors les gens ne connaissent pas, moi j'ai fait un bouquin sur Foucault, Putain de Saint-Foucault, archéologie d'un fétiche. Il a introduit l'hérésie au sein de l'institution Foucault, au sein du Collège de France, qui est le saint des saints du savoir en France, le Collège de France. Et l'hérésie est devenue la nouvelle orthodoxie. C'est-à-dire que les monstres sont devenus les gens normaux, tout ça. Ouais. Est-ce que ça a été préparé? Je n'ai pas de réponse à ça. Question importante, celle de la guerre civile. De fait, on est dans un climat de pré-guerre civile, qui ne dit pas son nom. Moi, je suis un vieux lecteur, je suis d'abord un littéraire et un lecteur de Montaigne, et tous les essais de Montaigne, c'est la guerre civile. Bah, vous connaissez la région, il est du pays, quoi. Mais Montaigne avait un avantage Montaigne avait un inconvénient sur nous, et un avantage. C'est que la guerre civile, c'était entre blancs, quoi. C'était entre catholiques et protestants. C'est ce qui fait dire à Montaigne que mon voisin du dessus, il va peut-être m'égorger dans la nuit, quoi. Peut-être. Tandis que nous, il est plus facile de repérer l'ennemi, quoi. Je veux dire que... mais oui, on en prend les prologues. Moi, je vois pas... Gilles Kepel, vous connaissez, islamologue, parle de guerre civile larvée. Nous, on avait sorti un auteur au temps de l'âge d'homme, c'était l'avant-guerre civile. Et l'après-démocratie, Éric Bernet. Le nombre de bouquins qui portent sur la guerre civile... Et il y a une série qui, vous savez, sur Canal+, mince, comment elle s'appelle, sur le football, justement, vachement bien faite. Le mec qui a fait Baron Noir. La fièvre, vachement bien fait. La guerre civile commence, il y a deux conditions pour que c'est ce qui est la thèse qui défend le gars. Alors évidemment, c'est un mec de gauche, il est contre la guerre civile, tout ça. Enfin, on est tous contre la guerre civile, je veux dire, mais lui, il a un point de vue tordu. Il faut deux conditions. Il faut une insulte anti-blanche. Donc le début de la fièvre, vous vous rappelez, c'est la star noire qui dit à son entraîneur sale toubab, donc sale blanc, quoi, et il lui faut un coup de boule après. Et donc c'est le début de la guerre civile. Et l'autre condition, c'est qu'il faut qu'il y ait des armes à feu dans la série, quoi. Ce qui fait qu'il peut y avoir une guerre civile. C'est ce qui défend le gars aux États-Unis, mais pas en France. Mais rappelez-vous, aux États-Unis, il y a 2 ans, il y a un film qui s'appelle Civil War. Ce thème-là est partout, c'est le bruit de fond, parce que le monde qu'on a créé ne peut pas déboucher sur autre chose qu'une guerre civile. Et Camus vous dirait que les termes est impropre. Et sur quoi, il faut s'en remettre au langage. Donc Camus nous dirait qu'elle ne veut pas être civile, puisqu'ils n'ont rien de civil, voilà, et puis ils ne sont pas européens. Donc, mais bon, on en prend le chemin, oui, on en prend le chemin. S'il n'y a pas un pouvoir fort, susceptible à la Trump, susceptible de changer la donne, de changer le logiciel de fond en comble et pas de mettre des cautères sur une jambe de bois, de couper la jambe de bois, de couper la jambe, voilà. Et bien s'il n'y a pas un pouvoir politique qui peut le faire, oui, on y va. Merci à vous. Monsieur Bousquet, je voulais vous remercier parce que vous manquiez de témoignages pour le racisme anti-blanc. Moi, j'ai vécu 38 ans en Afrique noire et pendant 38 ans, j'ai subi le racisme pur et dur. Alors que j'ai travaillé 15 ans bénévolement en milieu hospitalier, j'ai fait énormément de choses pour aider les Sénégalais avec lesquels je me trouvais, et je sais ce que c'est que le racisme anti-blanc. Et je m'aperçois en rentrant en France, puisque ça fait que 15 ans que je suis revenue en France, que c'est encore pire. Donc là, moi, je suis très mal à l'aise. Et si vous avez besoin de témoignages, il n'y a pas de problème. Nous allons nous voir après. Alors simplement, sachez, je le dis, moi je cherche des témoins. Oui. Simplement, j'écarte tout ce qui est hors métropole. Pourquoi? Parce que si on tire le fil aux Antilles, je fais 1000 pages.
En Nouvelle-Calédonie, je fais 10 000 pages. Donc, à un moment donné, j'ai dû recentrer le sujet. Mais votre retour en France et le contraste pire ici, moi, m'intéresse, oui. Oui. Je voulais vous remercier en tout cas. Ouais, merci. Ouais, merci. Ouais. Bonjour Monsieur Bousquet. Vous vous interrogez sur les raisons du ressentiment des populations immigrées vis-à-vis des Toubabs. Moi j'aurais une question. Nos gouvernants qui les font rentrer par paquet de 10 000 par semaine, dont 100 000 Afghans qu'on ne peut même pas employer, pourquoi est-ce qu'ils nous haïssent autant? Pourquoi ces grands blancs ou ces petits blancs militants antiracistes du NPA ou LFI nous haïssent autant leur peuple? On touche, ça a été évoqué. Angleterre, hein. Ça a été évoqué, hein, on touche une maladie, c'est le nihilisme. Hein. Je ne sais plus si c'est Alain qui... on touche un mal très profond. On est le pays, avec l'Angleterre, on est les deux pays les plus vieux d'Europe. Hein. Et il ne vous a pas échappé que les deux hommes malades en Europe, aujourd'hui, c'est l'Angleterre et la France. Hein. Enfin, la Grande-Bretagne et la France, les plus malades. Hein, est-ce qu'on est... Alors, ça contredit ce que je disais à monsieur, je veux pas le croire, qu'on est arrivé au bout d'un processus, hein, que notre monde est fatigué, usé, qu'on tolère le ver dans le fruit, entre autres le gauchiste de Sud. On parlait Sud Éducation, qui, dans le 93, hein, c'est même pas une 5e colonne, c'est au-delà. Ça dépasse le cadre de la trahison. Oui, vous avez raison, pourquoi ils le font? Pourquoi nos dirigeants le font? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils vivent dans une bulle. Hein. Ils vivent vraiment dans une bulle, très protégés, ils sont super protégés. Ils ne quittent jamais ce confort, à la fois financier et moral. Hein. Le confort moral compte beaucoup, parce que c'est très important le confort moral. Hein. Comment? Ils en vivent, hein. Ils ont des subventions, mais sur le cas des Afghans, c'est un suicide. On sait qu'il y a 10 000 psychopathes sexuels sur ces 100 000 en plus Afghans. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont enfermés dans des logiques de déni. Moi, j'ai une formule pour ça, c'est que la formule des 3 D. Déni, délit, délire. Pour moi, c'est les 3 D qui expliquent leur schéma mental. Je m'explique. Le déni, le réel n'existe pas. Donc comme ça, on n'a pas c'est Confucius, ça n'existe pas, puisqu'on n'a pas le bon mot. Le délit, si jamais vous avez le malheur de dire que ça existe, ce que vous dites tombe sous le coup de la loi, vous êtes judiciarisable. Et le 3e terme, c'est le délire. On invente, c'est Syndicat Sud, on invente un monde de woke, arc-en-ciel, diversitaire, qui ne peut fonctionner parce que la logique de ce monde, elle est forcément asymétrique. Ce qu'on ne veut pas admettre dans le multiculturalisme, après tout, il peut fonctionner le multiculturalisme, mais il a un prérequis. Il faut sacrifier le peuple historique. Vous ne pouvez pas intégrer 10 religions, 20 peuples, sans sacrifier le peuple historique. Donc à cette aune-là, et eux, on consente à le sacrifier. Alors pourquoi on touche. Il faudrait être Dostoïevski pour répondre à votre question. Il faudrait avoir le génie de l'auteur des démons et des possédés. Ou Dostoïevski, avant la Révolution, imagine le cerveau malade des gens qui vont faire la Révolution. On touche des logiques tellement mortifères qu'il faudrait pas un Houellebecq. Moi, je ne suis pas un fou de Houellebecq, mais je comprends que à Élément, tout le monde adore Houellebecq, sauf moi. Donc, pardon. Mais il faudrait vraiment le génie de Dostoïevski pour rentrer dans leur cerveau malade. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Quand je parle à ma nièce, moi, comme Boutou, j'imagine, je suis l'oncle d'extrême droite, mais ça n'est jamais que ma nièce, donc j'arrive à comprendre un peu son cerveau, je veux dire. Mais eux, là, eux, non. Mais pourquoi alors il s'abstrait de ce projet? Pourquoi Ah oui, non, mais il y a une... Ouais. Et alors comment? Ouais, je suis
Dans le projet existe. Hein. Le projet, il est au cœur, mais quand même. Macron, je pense que vous avez vu la scène il y a, il y a un mois. Je crois que c'est des électeurs LR. Hein. Alors, Macron n'a pas voulu être filmé à Paris. Et donc les gars disent, ils demandent à Macron, vous ne pensez pas que c'est un problème l'immigration? Et Macron leur répond, c'est un problème. Hein. Vous avez raison, c'est un problème. Hein. Il triche, néanmoins, je pense. Hein, alors là, pour le coup, lecteur de Molière, je pense quand même qu'il triche. Ouais, et Tartuffe, faites pas l'économie de Tartuffe. Je veux dire, il y a un projet, ça on est d'accord, il y a un projet. Je veux dire, la question n'est pas là. Hein. Le projet, c'est abolir tout, quoi, pour faire accoucher un homme nouveau. Quoi. Mais ils savent que ça marche pas. Et ils protègent leurs enfants. Je vous jure, ils les protègent. Hein. Ouais. Ouais. Non, le chaos va les rattraper. Je vais me permettre de vous rapporter ce que m'a dit quelqu'un il y a 2 ans. Quelqu'un qui est normalement dans notre camp, hein, c'est quelqu'un qui est catholique. Il m'a dit, mais Christophe, vous inquiétez pas, hein, même si nous les Blancs, on devient minoritaire, on fera comme aux États-Unis et au Brésil, on continuera à dominer les autres. Hein. Donc si lui me l'a dit, c'est qu'effectivement, nos dirigeants le croient. Hein. Ils sont persuadés qu'en cassant la nation et en créant effectivement un bloubi-boulga impossible, ils continueront à nous dominer. Hein. C'est très clairement l'objectif. Le problème, c'est qu'eux-mêmes y croient, alors que bien évidemment, le jour où ça leur pètera la gueule, ils seront les premiers à être surpris. Ça, c'est clair. Je crois qu'on est... je dédicace quelques livres au cas où, oui. Mais sinon, alors, ce sera l'occasion de parler, parce que je pense qu'il y a des contraintes de temps, là. On va en rester là pour cette intervention de M. Bousquet, et je vous propose surtout de tous le remercier. Il a fait un long voyage pour une intervention très intéressante.